Quels ont été les rapports entre les Japonais et les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale? La réponse est hallucinante. Alors que les Japonais sont les alliés directs d'Hitler, ils refusent pourtant toute demande d'élimination des Juifs. Au contraire, ils vont échafauder un plan des plus étranges, le plan Fugu. Dès le début du XXe siècle, les élites japonaises sont fascinées par l'ouvrage russe Les Protocoles des Sages de Sion. C'est un faux, commandé par la police secrète du tsar pour légitimer l'antisémitisme et les pogroms. Au lieu de succomber aux sirènes de l'antisémitisme, les Japonais vont prêter aux Juifs une puissance surnaturelle. Ils considèrent par leur vision des États-Unis que les Juifs y occupent les plus hautes fonctions dans les sciences, les arts, la finance, la politique. Dès les années 30, alors que les Juifs commencent à être l'objet d'exactions en Allemagne, le plan Fugu est de faire venir des milliers d'entre eux en Mandchourie, territoire chinois occupé par les Japonais, pour connaître les secrets de leur réussite. Les Japonais veulent ainsi créer un État d'Israël avant l'heure. Un État juif uniquement entouré de Japonais qui mettraient tout à leur disposition pour les étudier. Les Japonais passent alors de la théorie à la pratique. Dans les années 20, deux grands militaires japonais, Yasue et Inuzuka, voyagent en Palestine, alors sous mandat britannique, pour rencontrer Ben Gourion. Celui-ci refuse leur proposition de tout établissement de juifs en dehors de la terre d'Israël. Pourtant, en 1938, le plan Fugu passe à la vitesse supérieure. A lieu au Japon la conférence des 5 ministres, réunissant les 5 hommes les plus puissants du Japon. Le Premier ministre Fumimaro Konoe, le ministre des Affaires étrangères, Hachiro Arita, le ministre des Armées, Seishiro Itagaki, le ministre de la Marine, Mitsumasa Yonai, et Shigeaki Ikeda, le ministre des Finances, du Commerce et de l'Industrie. Le plan Fugu est adopté et lancé. Des premières centaines de Juifs fuyant les pogroms et les persécutions nazies arrivent en Mandchourie, territoire chinois occupé par les Japonais. D'autres Juifs arrivent par centaines à Kobe grâce à Shiun Sugihara, le consul japonais en Lituanie qui émet des visas de transit aux Juifs à tour de bras. Les Juifs traversent la Russie par le transsibérien. De là, beaucoup prennent un bateau à Vladivostok pour Tsuruga, au Japon, pour s'installer ensuite à Kobe. En 1941, en plein milieu des massacres en Europe de l'Est, la yeshiva de Mir en Pologne arrive à Kobe. C'est la seule yeshiva de Pologne à échapper à la Shoah. On met à disposition des membres de la yeshiva des lotissements avec des futons, qui sont des lits japonais. La même année, le rabbin Amsenoer de Vilna arrive aussi à gagner Kobe. Alors que l'antisémitisme fait rage en Europe, que les Juifs y sont massacrés et déportés dans les camps de la mort, le printemps 1941 à Kobe se passe au calme pour ceux accueillis au Japon. Ils se promènent au milieu des cerisiers. Lorsqu'ils sont perdus, des passants s'inclinent et leur indiquent poliment leur chemin. Mais dès l'entrée en guerre des États-Unis après l'attaque de Pearl Harbor, les choses changent. En 1942, Hitler ordonne aux Japonais de participer activement à la solution finale et de refuser toute aide aux Juifs. Un colonel nazi, Joseph Menzinger, chef de la Gestapo, dit « Le boucher de Varsovie est envoyé par Hitler à Shanghai, enclave japonaise, pour exporter la solution finale en Asie. » Les Japonais s'y opposent. En 1943, un ghetto sera toutefois mis en place à Shanghai où les Juifs ne jouiront plus des mêmes largesses. À la fin de la guerre, une communauté juive continuera de perdurer à Shanghai, qui cessera d'être une enclave japonaise en 1949. Shiun Sugihara, le consul japonais qui donna au plus fort de la guerre des centaines de visas aux Juifs persécutés, sera nommé par Israël en 1985, juste parmi les nations. Le plan Fugu n'a pas vraiment vu le jour, mais aujourd'hui en Asie, la Corée du Sud a intégré dans son programme de formation des cours de Talmud.